force? Ce que t'as sous les fesses, c'est la casquette du chef de gare? Comment ça se fait que tu parles français comme nous? Faut t'en boucher un coin, hein? Ben parce que je suis français, comme toi, figure-toi. Enfin, presque. Tu peux pas être français si t'es moche. Si, justement. Il y en a plus d'un aujourd'hui qui doit se demander ce qu'il est exactement. Parce qu'il y en a eu des mélanges pendant 40 ans en Alsace-Lorraine. Entre 70 et la guerre des 14, la première. T'es alsacien alors? Non, ma mère seulement. Quand elle était amoureuse de son beau hussard-cheleux, elle s'est pas demandé de quel côté on lui mettrait les fils qu'elle aurait lui. C'est la guerre qui s'en est chargée. Tu l'as fait aussi, 14-18? Eh oui. C'est une casque à pointe. On était poilus et bouffés par la vermine comme ceux-là en face. T'as fait de guerre? Ouais. Ce que nous aimerions savoir, c'est pourquoi un homme de votre génération s'est intéressé à ce problème. Des malgré nous, en Alsace et en Moselle, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout simplement parce que moi je considère que c'est un problème jeune, indépendamment de l'histoire, de la mémoire, des 50 années qui nous séparent de cette période. On retrouve des stigmates, ressasser ce qu'on retrouve dans les médias à l'heure actuelle, à mon avis n'a aucun intérêt, mais par contre, il y a des paramètres et des choses comme ça, et des choix, des confrontations à des solutions arbitraires auxquelles est confrontée la jeunesse, qui, à mon avis, sont intéressantes de souligner et qu'on retrouve malheureusement dans le passé. Donc, avoir ce rappel à la mémoire est une chose, replacer bien sûr dans le contexte de l'actualité par rapport à ce qui pourrait peut-être advenir plus tard. Excusez-moi, hein. Je vais vous montrer aux jeunes, là, le monument où les Alsaciens ont été fusillés, là. Hein? Je montre toujours le monument des chevaux. Il faut qu'on sache l'histoire des Alsaciens aussi. Il faut vous les sauver en Suisse, hein. Ils ont été pris à la frontière, hein. Les Allemands les ont amenés au Kalchermec, et du Kalchermec, madame, et du Kalchermec, ils les ont amenés ici et ils les ont fusillés là. 17 de moins de 20 ans. C'est un peu l'histoire de la glace. Hein. Il y a quand même une chose qu'on peut parler, c'est des effectifs. Parce que nous, dans quelques années d'ici, on ne parlera plus de nous, parce que nous, on ne sera plus là. Alors, on est en train de voir et de préparer des enfants, des fils ou des petits-fils, des anciens de Tambov, pour continuer à s'occuper du musée. Parce qu'après nous, vous savez, ça va aller vite. Moi, ça me fait 76 ans, maintenant je suis de 21. Hein? Alors, 76 ans, vous savez, le temps il passe, et on en a beaucoup qui nous ont quittés. On était dans la section de la vallée de l'Orne, nous étions 300, près de 300, pas tout à fait, inscrits dans la section. Aujourd'hui, il en reste encore 132. Les malgré nous. Carnet à 2 voix par Geneviève Hutin et Jean-Mathieu Zande. Alsace, Moselle, 1997. 4e émission. Aux enfants des malgré nous. Une transmission impossible. Je pense que cette histoire comme de la perception que nous, la génération suivante, ceux qui sont nés après la guerre, les enfants des malgré nous... Pierre Kretz. La perception qu'ils ont de cette histoire, ça me fait toujours penser un peu à la perception qu'on a en France à l'époque de Vichy. Parce que je suis frappé de voir combien la perception qu'on a en France de la période pétainiste est évolutive. On pourrait découper peut-être en tranches chaque décade à sa perception particulière de l'époque de Vichy. J'ai l'impression qu'il y a différentes tranches. Il y a d'abord l'histoire, schématiquement, il y a d'abord dans notre enfance ces histoires de malgré nous, on a complètement baigné là-dedans. C'était de l'histoire à l'état brut, c'était la petite histoire de la souffrance des hommes. Il y a eu ensuite... je dirais peut-être dans l'après-mai 68. Et on a voulu que les malgré nous parlent. Et je trouve que
nous sommes actuellement dans une nouvelle phase où on peut dire ils ont parlé. Enfin, ils sont d'ailleurs en train de mourir. Ils ont parlé. Est-ce qu'ils ont parlé vraiment? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est la vraie parole? Enfin, ils ont raconté leurs histoires. On s'est penché sur eux. Et on rentre maintenant, je trouve, dans une troisième phase qui est qu'est-ce qu'on en fait, nous, de cette parole? On sait ce qu'ils ont vécu, on sait qu'il y en a 50 000 qui ne sont pas revenus, on le sait ça et maintenant, que il y en a encore, mais ils sont de plus en plus vieux. C'est porteur de quoi pour l'avenir de la région, et c'est porteur de quoi par rapport à la perception qu'on a aujourd'hui de cette région, telle qu'elle se vit et telle qu'elle se vit dans le présent et comment elle assume son passé. Je trouve qu'on est là maintenant dans cette phase-là. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces paroles? Qu'est-ce qu'on va en faire de ces histoires? Qu'est-ce qu'on va en faire de cette perception du monde? Qu'est-ce que vous pensez du fait que c'était très jeunes gens par rapport au problème de la responsabilité? Et d'autre part, qu'est-ce que vous pensez de cette répétition qui s'est produite à l'échelle de l'histoire de l'Alsace, des pères qui ont été malgré nous et qui ont eu des fils malgré nous? Bon, sur la jeunesse, c'est vrai qu'ils étaient, très jeunes. Enfin, puisque au départ, ils n'étaient pas censés être incorporés. Enfin, on leur avait vaguement promis, puis ensuite on les incorporait. Et puis c'est tombé jusqu'à 17 ans, non? Mais je crois que d'une certaine façon, je ne sais pas si ça peut être bizarre ce que je vais dire, mais l'âge ne change peut-être rien à l'affaire. C'est-à-dire que on s'aperçoit heureusement, et c'est beau, que c'est souvent des gens très jeunes qui prennent les partis pris courageux. Je veux dire, il ne faut pas être tellement âgé pour savoir, après tout, où est plutôt le mal et plutôt le bien. Par contre, l'avantage de la jeunesse, c'est souvent l'inconscience. C'est-à-dire qu'on anticipe mal la mort, etc. Et par exemple, dans la résistance allemande, il y a eu le mouvement de la Rose Blanche, c'était des jeunes gens, enfin bon. Et dans les déserteurs alsaciens, c'était souvent des étudiants, c'était des jeunes, enfin bon, peut-être qu'ils avaient plus que 17 ans qu'ils étaient étudiants, mais ils étaient peut-être moins mûrs, moins cultivés pour percevoir le choix. D'un autre côté, quand ils le percevaient, ils étaient peut-être plus courageux, simplement parce qu'ils étaient plus inconscients. À l'entrée de l'exposition sur les Malgré nous à Bromat, quelques panneaux sur Marcel Weinum, enfant de Bromat, héros et martyr de la résistance. Fondateur de la Main Noire, et cet extrait de l'Ami du Peuple, der Volksfreund, du dimanche 26 avril 1992. La Main Noire. À son retour d'exode en Dordogne, Marcel Weinum se sent appelé à résister activement au nazisme. Il a 16 ans et entreprend de former dès septembre 40 un groupe de résistance. Il réussit à convaincre d'anciens camarades de classe, des apprentis de différentes professions ou des employés. Ils sont bientôt 21 jeunes de 14 à 18 ans, avec un aîné de 24 ans. Weinum constitue des groupes de 2 ou 3. Le groupe prend le nom de la Main Noire. Marcel Weinum en est le chef. C'est un garçon intelligent, calme et réfléchi. Commencent alors des actes de sabotage et de contre-propagande à Strasbourg. Ils ont lieu la nuit, des câbles téléphoniques sont sectionnés, les emblèmes nazis sont arrachés, les tracts francophiles et anglophiles sont distribués. Des vitrines de commerçants dans lesquelles se trouvent des bustes ou des photos de Hitler sont brisées, des voitures de policiers sont pillées. Le 8 mai 1941, Weinum et Ulrich lancent des grenades dans la voiture du Gauleiter Wagner et s'enfuient dans la nuit. Au procès, Weinum dira qu'ils auraient pu attendre la sortie du Gauleiter et le tuer, mais qu'il ne voulait pas provoquer de mort d'homme. L'Ami du Peuple, dimanche 26 avril 1992. Alors, sur la répétition, ça, c'est différent. Le souvenir quand j'en ai simplement, c'est que mon père a fait partie, après la guerre, d'une association qui s'appelait les Engagés Volontaires Alsaciens-Lorrains. Et dans ce mouvement, il y avait les engagés, il y avait donc des Mosellans là, il y avait des gens de la Deuxième Guerre mondiale et des gens de la Première. Et bon, ils participaient assez activement à cette association, ce qui fait qu'on voyait donc ces gens à la maison, les machins. Donc moi, j'en ai connu pas mal. Et il y avait effectivement les deux groupes. Il y avait ceux qui me paraissaient assez vieux, qui auraient pu être des grands-parents, qui étaient de la Première Guerre mondiale. Et puis ceux de la génération de mon père, qu'on avait à l'époque, je sais pas, moi, quand j'étais gamin, 35, 40 ans, je sais pas, 40 ans.
Et ils étaient assez clairs, je crois, dans l'esprit de tous ces gens, et donc de mon père aussi, qu'il y avait bien une sorte d'unité d'esprit entre les deux générations, quoi, les 40 ans et les 60 ans, ou les 35 ans, 55 ans. C'était bien ils étaient copains, je veux dire, à travers les générations, ils avaient fait la même chose. Quoi. Il y avait cette unité. Mais c'était du côté de ceux qui s'étaient engagés volontairement, c'était pas de l'autre côté. Ceux-là, je les connais pas, effectivement. Quand mon père est mort, donc c'était un petit peu avant que ce livre sorte, donc à l'enterrement après, donc j'ai fait venir tous mes oncles et tantes à la maison, enfin dans l'appartement de mon père, encore. Et puis il y a un de mes oncles qui est un beau-frère de mon père, qui est donc le mari d'une de ses sœurs, qui lui aussi était malgré nous, et a servi en Grèce notamment, et qui s'est mis à entreprendre mon fils, qui avait à l'époque 18 ans par là, et il lui a raconté ses campagnes en Grèce. Et puis c'est dans un coin, tout d'un coup j'ai réalisé qu'il lui racontait toutes ses campagnes en Grèce. Et mon fils écoutait, passionné, c'était effectivement très intéressant. Bon, voilà. Et c'est un vieux monsieur maintenant, ce beau-frère de mon frère. Je sais pas quel âge il a, pas loin de 80 ans, 78 ans, je sais pas. Et c'était vraiment intéressant ce qu'il racontait. Mais bon, moi je pourrais difficilement aller leur poser des questions pareilles. Je sais qu'il ne le prendrait pas bien. Enfin, c'est... L'incorporation militaire était évidemment la plus abominable, puisqu'elle a conduit sur le front russe, puisqu'elle a conduit à Stalingrad, puisqu'elle a conduit à Tampov, puisqu'elle a conduit aux dizaines de milliers de morts. Mais il y avait aussi un embrigadement non militaire, mais civil, mais qui néanmoins a posé des problèmes moraux à ceux qui en ont été victimes, et qui posent également des problèmes à leurs enfants, de la même manière. Pour prendre mon exemple, j'ai baigné, comme tous les Alsaciens nés après la guerre, dans un univers de malgré nous, tous les oncles malgré nous, mais par hasard, j'avais un père instit. Donc instit français avant la guerre, dialectophone, qui est devenu instituteur allemand, donc un instituteur de la machine nazie. Et comme Hitler avait comme préoccupation de nazifier de manière rapide et intensive le Reichsland d'Alsace-Moselle, il a nommé des instituteurs allemands du parti dans les villages alsaciens et dans les écoles primaires alsaciennes. Et c'est ainsi que mon père s'est retrouvé instit dans un petit patelin en face, en forêt noire, entre Karlsruhe et Stuttgart, et qu'avant de devenir instit, il a suivi un stage, j'imagine, de formation allemande, enfin, on lui a quand même appris un peu l'allemand, et surtout de Umschulung. Alors ça, c'est un terme allemand relativement intraduisible. Umschulung, dans Schule, il y a école et changer d'école. Mais c'est au sens pas forcément scolaire, c'est changer de formation, changer d'horizon. Donc, ces instituts alsaciens sont arrivés là-bas et ont été nazifiés pour enseigner dans les écoles allemandes. C'est vrai que ce n'est pas une incorporation de force militaire, elle est civile, c'était une chance, je pense, pour ces Alsaciens, car sinon il aurait été sur le front russe et il ne serait peut-être pas revenu et je ne serais peut-être pas là. Donc physiquement, ce n'était pas la même souffrance, mais idéologiquement et moralement, c'était drôlement compliqué. Et c'est drôlement compliqué, je pense, pour nous aussi. J'y réfléchis souvent. Mon père est très âgé aujourd'hui, mais je sais que c'est quelque chose qui m'habite, parce que, évidemment et inévitablement, on se pose la question, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Et je crois que ce type de rapport idéologique à ce qu'ont fait nos parents, on en parle beaucoup moins, parce que c'est moins spectaculaire évidemment que Stalingrad, et parce qu'ils n'avaient pas le choix, et parce que mais néanmoins ils ont juré fidélité au Führer, ce qui est quand même pas rien, et ils sont revenus, ils sont devenus instituts français à leur retour. Très peu d'instituts alsaciens, à ma connaissance, ont refusé cette incorporation idéologique et scolaire. Il y en a eu quelques-uns, mais je sais qu'il y avait la crainte qu'un départ éventuel. Mon père était fiancé, allait se marier, avait sa famille. Il y avait des craintes de représailles contre la famille qui ont
indéniablement joué. La manière que nos parents ont eu de parler de ça, c'est quelque chose qui nous habite, qui va toujours nous habiter. Par exemple, un collègue de mon père, qui après la guerre était syndicaliste de gauche, qui vit encore, qui à chaque fois qu'il me voit, il dit « Ah Pierrot, tu sais que je suis de gauche ?» « Oui, monsieur machin, je sais que vous êtes de gauche. » Eh bien, ce brave institut de campagne a dit en 40, quand les nazis sont arrivés, « Qu'est-ce que le milieu de Spitarnakit ?» On va voir comment c'est avec ceux-là. Voilà. Cette histoire est importante pour moi parce que mon père l'a toujours raconté avec une grande indignation et un grand dégoût pour son collègue. Donc c'est quelque chose qui pour moi moralement est important. Il est important que celui-là existe, qu'il ait dit ça, que mon père m'ait rapporté ces paroles et qu'il me les ait rapportées avec une forte indignation. Donc ouf. Mais si j'étais le fils de cet institut-là, est-ce que je saurais qu'il a dit ça en 40 ? Est-ce que les fils de cet institut-là savent que leur père a dit ça en 40 ? J'en doute. Et votre propre père, est-ce qu'il vous en disait davantage sur le problème moral que ça lui avait posé ? Mon père était un homme de la campagne et il s'est retrouvé, c'est marrant, il s'est retrouvé dans un village donc. Et il a retrouvé ses repères dans ce village. Il était dans une famille dont il dit que c'était la seule famille non nazie du village, ce qui manifestait ceci qu'à part le fait qu'il ne sortait pas, il ne sortait jamais la croix gammée, mais il était perçu comme le français dans le village. Voilà. Et les histoires qu'il raconte, c'est que les gosses de l'école lui disaient Monsieur l'instituteur, c'est vrai que les Français mangent des grenouilles ? Alors il disait oui, ils mangent pas seulement des grenouilles, mais ils mangent aussi des escargots, et c'est très bon. Il raconte des histoires de ce genre-là. Et puis, il raconte qu'un jour chez le coiffeur, je me suis toujours moqué de mon père par rapport à ça, mais on règle aussi nos problèmes oedipiens à travers ça. C'est bien ça, on règle nos problèmes à travers nos pères avec toutes ces histoires-là. C'est une histoire que j'ai toujours racontée méchamment même à mes fils. C'est qu'un jour il était chez le coiffeur de ce village et que le coiffeur lui a dit pourquoi la France a attaqué l'Allemagne. Et il aurait dit au coiffeur, la France a toujours dit que si vous attaquiez la Pologne, on attaquait l'Allemagne, etc. Et il aurait dit ça pendant que le coiffeur le rasait. Et il aurait eu après la visite d'un dignitaire nazi du village en lui disant « Vous êtes prié de faire attention, vous êtes un fonctionnaire du Reich. » Voilà. Voilà son histoire de résistance chez le coiffeur de ce petit village, quoi. Alors, on est méchant avec ses pères, toujours. Évidemment, on ricane sur ces choses-là, mais qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans ce genre de situation C'est des questions... on vit avec ces questions. Je veux dire, on ne trouve pas de réponse, on vit avec ces questions. Irène l'a su. Il avait, en 39, il devait avoir 24 ans. Il est allé faire le service militaire chez les Français. Il était dans le Midi, à Clermont-Ferrand, à Marseille, il me semble. Et il a été très, très malheureux, parce qu'il parlait qu'alsacien. Il avait appris le français à l'école, bien sûr. Mais ses parents ne parlaient pas le français, et il a rien compris. Il n'a rien compris de ce qui lui arrivait, il n'a rien compris à ces gens qu'il rencontrait, il s'est pas fait de copains, il a pleuré. En fait, ce qu'il nous racontait, c'est qu'il a passé son service militaire à pleurer. Et il est rentré, et la guerre a commencé assez rapidement, et puis il a été soldat français. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, la France était occupée, et il est devenu soldat allemand. Et donc, il a passé beaucoup de temps sous un uniforme. Et je crois qu'au moment où il a été incorporé de force, parce que c'est ça qu'il disait, lui. Il disait, on était incorporé de force. Ça, c'est un mot français qu'il disait, lui, incorporé de force. Il en avait déjà marre d'être militaire, tout court. Mais, je crois qu'il était très content d'aller en Allemagne, parce qu'il comprenait enfin ce que lui disaient les gens. Et qu'en fait, ce côté malgré nous, j'en doute un peu, justement, à cause de ça. Je crois qu'il était beaucoup plus heureux d'être chez les Allemands que chez les Français, parce qu'il parlait la même langue qu'eux, parce qu'il s'est fait des copains, parce qu'il avait des copains alsaciens avec lui, parce qu'il était dans la cavalerie et il adorait les chevaux, et qu'il était paysan, et que les chevaux et tout ça, c'était super.
et qu'il y avait une sorte de hiérarchie aussi dans l'armée allemande qui devait d'une certaine façon le séduire. Et donc il a été d'un seul coup moins malheureux. Et après, ce que j'ai su aussi, c'est qu'ils les ont envoyés sur le front de l'Est pour être sûrs qu'ils ne fuient pas, qu'ils restent et qu'ils ne partent pas. Donc, sur le front de l'Est, la vraie guerre a commencé. Et là, c'était affreux. Et nous, ils nous racontaient beaucoup. On a beaucoup baigné là-dedans, dans les histoires de la guerre. Le froid, le mouchoir gelé dans la poche, les pieds gelés, parce maintenant il ne porte plus que des chaussures sur mesure, parce que ses pieds ont gelé. Rien à manger, voler dans les fermes. Nous, on pleurait quand on était petite avec ma sœur parce qu'ils nous racontaient l'histoire des enfants qui croisaient, des enfants qui n'avaient plus de parents, les fermes qui avaient brûlé, les gens qui étaient morts et dont les enfants disaient chez nous l'hiver est long et dur. Et tous ces enfants qui avaient froid, et c'était horrible. Moi, j'ai pleuré toute mon enfance et il nous le racontait. Et on lui demandait, on lui disait raconte-nous les enfants et tout ça. Et donc ensuite, il a été fait prisonnier dans un camp soviétique. Et alors là, je sais plus très bien non plus comment ça s'est passé. En tout cas, ils avaient des permissions au début. Et un jour, il y en a un qui n'est pas rentré de permission. Et donc, ils ont resserré les taux. Et donc, ils n'avaient plus de permission. Et donc, il est parti. Alors, ils étaient à plusieurs. Ils ont réussi à fuir. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et ils ont traversé toute l'Allemagne à pied. Et vos enfants, est-ce qu'il y a eu des échanges entre vos enfants et ce grand-père? Pas sur cette question-là, non. Je pense qu'ils étaient trop marqués par l'histoire du coiffeur que j'ai raconté X fois en la tournant en dérision. Et que non, ils n'ont pas eu un rapport direct à ça, non. C'est vrai que c'est une situation, je dirais, presque encore plus dramatique pour quelqu'un qui n'est pas incorporé dans la Wehrmacht ou pour certains dans la FNSS, en sens que eux, les incorporés militaires, avaient toujours le rêve de pouvoir déserter ou de pouvoir revenir de permission. Mais comment déserte-t-on idéologiquement? Comment sort-on de ce carcan? Je pense qu'il fallait quitter le Reich. Hein. Il fallait arriver à partir, quoi. Il fallait arriver à partir en Suisse ou il fallait pas commencer. Je pense une fois qu'on est, enfin, j'imagine, hein, une fois qu'on est là-dedans, sortir, ça doit être difficile. Fallait se casser en 40, quoi. C'est évident. C'est évident qu'il fallait se casser en 40, ou avant, ou une fois qu'on était là en 40 et qu'on mettait le doigt dans le truc, c'était plus possible. J'imagine par exemple que s'il avait refusé d'être instit pour des raisons idéologiques, il l'aurait envoyé en bataillon disciplinaire. Bon, ça, c'est pas la peine de... Ouais, probablement. Est-ce que toutes ces questions liées à cet héritage historique se sont déplacées pour vous dans un autre travail, dans un travail intellectuel, par exemple votre étude sur la langue perdue des Alsaciens? C'est un rapport au sens large du terme, parce que les malgré nous sont des victimes de l'histoire. Bien. Des héros, il n'y en a pas plus en Alsace que partout ailleurs sur la planète. Il y a eu des héros, mais les héros sont toujours une infime minorité. Et la grande majorité, elle a suivi. Elle s'est laissée incorporer. Et quand certains gars dans le Sungo, par exemple, vous connaissez ces histoires des villages entiers où les jeunes essayaient de partir, eh bien, quand on les rattrapait, on les fusillait sur la place publique. Il faut aussi savoir ces choses-là. Il n'y a pas eu que dans le Sungo, donc... L'Alsace a été victime de cette histoire-là, a été victime de la guerre et de l'occupation nazie. À partir de cette situation objective, il y a la perception qu'on en a ensuite.
Est-ce que, parce qu'on a vécu ça, est-ce qu'on va éternellement se vivre comme des victimes de l'histoire? Et j'ai le sentiment, moi, que, effectivement, il y a ici, et d'autres personnes en parlent beaucoup mieux que moi, il y a une espèce de victimisation, c'est-à-dire on est les grandes victimes de l'histoire, on est un petit peuple, un pauvre petit peuple, on est malgré nous, on est déchiré entre deux nations, vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on a souffert, ce que les Alsaciens aiment bien dire, personne ne peut nous comprendre, on est tellement petit et tellement, vous vous rendez compte, ce petit peuple. Et maintenant, vous savez ce qu'ils nous font encore? Ils nous volent notre langue. Vous trouvez pas ça scandaleux? Est-ce qu'on n'a pas déjà suffisamment souffert dans l'histoire? Vous voyez? Alors, la perception des malgré nous, ce statut de victime, il y a un ton général de lamentation qui s'empare de la région, à grand renfort de « on nous prend notre langue, c'est tous des méchants », on nous a pris nos pères pour les envoyer à Stalingrad, c'est tous des salauds et personne ne nous comprend. Et en plus on parle comme ça, on est plaintif. Il y a des petits peuples qui sont fiers d'être des petits peuples. D'ailleurs, souvent plus ils sont petits, plus ils sont fiers. Hein, je sais pas, prenez l'Irlande, Israël ou un tas de petits pays partout, ils sont tout contents. Ils sont les meilleurs, et plus, moins ils sont nombreux, et plus leur langue est petite, plus ils sont... Nous, c'est non, c'est les jérémiades continuelles. Et ça, je trouve ça, à la longue, complètement insupportable. Et surtout autour de la langue. Moi, j'écris du théâtre alsacien, je mets en scène des pièces de théâtre alsacien, etc. Mais pas du tout sur toile de fond. On nous vole notre langue, c'est atroce, etc. Mais parce que c'est une des langues que je parle volontiers, c'est une langue que j'aime écrire quand j'écris du théâtre. Je veux passer ma vie à me lamenter parce qu'elle se parle de moins en moins. J'ai envie d'en faire quelque chose. Je suis touché en plein cœur, comme par une Kugel kam geflogen, de l'honneur fait à mes racines alsaciennes. Tommy Ungerer. Être ainsi honoré dans mon pays défie le dicton. L'Alsace, de toute façon, est un pays sans façon, où bien des proverbes s'égarent et où les fables déraillent. Ainsi, l'Alsacien a ses racines de chêne, mais néanmoins le corps, le cœur, l'esprit du roseau. D'un roseau plus pensu que pensant. Dans notre pays que certains entrepreneurs ont qualifié de jardin, dans notre pays qui administrativement n'est pas tout à fait le nôtre, les exceptions sont dans ce pays donc, les exceptions sont aussi rares que la règle. Ainsi, deux points, y ouvrez les guillemettes, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Eh bien, nous avons dit ça aux Français en 1939 et aux Fridolins, vert de gris en 44-45. Tout ça, c'est des histoires de France et d'ailleurs. En Alsace, nous ne faisons pas l'histoire, en ne faisant pas d'histoire. On regarde les événements qui se déroulent comme des rouleaux de pansement ou des rouleaux compresseurs ou des rouleaux de papier de WC. Ce papier, nous en avons bien besoin si nous considérons notre position accroupie dans le système géographique français. S'il y a des citoyens malheureusement bien intentionnés qui parlent de l'Alsace avec un H minuscule, Alsace, qui parle de l'Alsace donc comme d'une colonie, c'est bel et bien parce que nous sommes situés dans le côlon de la France. Et que Strasbourg, soi-disant ville d'empire, est le Schließmuskel de la France, qui débouche sur le Rhin. De ce fait, notre population est témoin des fluctuations, des évacuations, des gesticulations de l'histoire et de ses économies. Ainsi, sur une échelle plus modeste, nous sommes journalièrement rappelés de notre position de Hinterland par le déferlement des autocars allemands qui viennent suppositoirement nous incursionner. Surtout pendant les week-ends. Les Français sont intestinalement de l'intérieur. Nous ne sommes ni de l'intérieur ni de l'extérieur, mais du postérieur. Ce que l'on appelle en alsacien, je m'excuse Monsieur Muller, des Allerletzten. À continuer ainsi, je risque de ruiner ma réputation qui de toute façon échappe aux normes de la décence. Mais vivant loin d'ici, je suis bien placé pour me permettre des propos déplacés. L'absence et les distances sont amplificatrices. Ainsi, une cathédrale comme celle de Strasbourg, mirageusement réverbérée dans un ciel de désert, semblerait 100 fois plus majestueuse que dans sa réalité. Il en est ainsi de mes sentiments pour mon pays natal, qui gagne par la distance. Et me voici heureux, comme un Ulysse, d'être là, à dire le plaisir que j'éprouvais à recevoir cette bretzel d'or. Cette bretzel, ce symbole alsacien, ce nœud qui ne noue rien,
ce nœud de boulanger, ni gordien, ni gardien, ce nœud neutre qui vous amuse, le mange-moi ça, avec dans son inutilité un jeu ne sais quoi de futile. Il ne me reste donc plus qu'à espérer que cette distinction soit méritée. Je dis cela dans un français analphabète, mal fricoté, mal tricoté, je n'ai pas de langue natale, sauf celle qui me sert à lécher les plats. Mon alsacien avec l'accent s'est émietté, mais mon cœur, il n'est pas émietté et il vous dit un grand merci. Et c'est à partir de là que j'écris mon livre qui s'appelle La langue perdue des Alsaciens, dialecte et schizophrénie, où j'ai envie de dire, cette langue, elle meurt. Comme il y a un tas de langues qui meurent sur la planète chaque année, c'est évident qu'elle meurt. C'est évident que dans quelques décades, elle ne sera plus parlée, mis à part quelques derniers des Mohicans, mais pas suffisamment pour en faire une langue vraiment vivante au sens d'une langue qui imprègne tout le tissu social. Je vais pas passer ma vie à chialer parce que ma langue maternelle maintenant elle disparaît et à dire c'est les méchants français qui nous, comme c'est les méchants allemands qui, voilà, c'est ça. Alors si vous voulez, le syndrome malgré nous qui repose sur évidemment une chose réelle qui est l'incorporation de force. De la même manière que les jérémiades sur la langue reposent sur une donnée réelle, qu'on est dans un état jacobin où il n'y a pas de place pour les langues minoritaires, on le sait, mais que toute notre identité se construise autour de je vous le dis en alsacien, Yomrerei, vous avez compris? Vous croyez qu'ils comprennent ça, les French de l'intérieur? Yomrerei, on comprend ça. Yomra, c'est les jérémiades éternelles sur le sort de ce pauvre petit peuple, etc. Voilà. Donc, ça, c'est un peu, si vous voulez, le syndrome malgré nous. Et là où je me révolte un peu par rapport au malgré nous, c'est que c'est malheureusement un secret pour personne. Les partis d'extrême droite font des scores inquiétants dans notre région et honteux par rapport à notre histoire, par rapport au nazisme, parce que le nazisme ici, c'était pas juste Pétain, mais c'est ce dont on parle depuis un petit bout de temps là maintenant, qu'il n'y ait pas d'association de malgré nous qui se lève pour dire écoutez, attendez, ça va pas là les gars, vous déconnez complètement. Je veux dire, parce qu'être incorporé de force, c'est être incorporé, c'est vrai, dans l'armée allemande, mais c'était pas n'importe quelle armée allemande, c'était l'armée nazie. Je veux dire, mon grand-père aussi, il a fait 14-18 dans l'armée allemande. C'était une armée comme une autre, entre guillemets. C'était la boucherie. Je veux dire, ils étaient aussi cons d'un côté que de l'autre, du point de vue fanatisme et du point de vue bien. Mais je veux dire, l'armée nazie, c'était quand même autre chose. Et après les votes extrémistes, moi, j'attendais de certains malgré nous, de certaines associations de malgré nous, qui disent, non, attendez voir, nous, on était dans cette armée-là. Un type un responsable politique qui vient faire des astuces sur les chambres à gaz, c'est pas possible que 25% des Alsaciens votent pour lui, là, il n'y a rien eu. Parce que les malgré nous sont enfermés dans leur histoire, qu'ils sont des victimes de l'histoire, les victimes avec un grand V, c'est eux, les grandes victimes de l'histoire européenne, c'est les Alsaciens. Alors on peut pas dire que les Alsaciens, ils ont un vote anti-républicain et néo-nazi, ça on peut pas le dire, parce que ça colle plus avec cette image-là. Freddy Raphaël. Je pense que les jeunes, une partie des jeunes ont pu établir alors un dialogue et ont fait preuve d'une compréhension qui n'était pas du tout la leur auparavant et ont permis de libérer alors chez l'ancien malgré nous une parole qui elle aussi était captive et le rongeait à l'intérieur et de voir qu'il n'était pas méprisable et qu'il pouvait être compris. C'est énorme, je crois, pour chacun d'entre nous, être compris par ses gosses. Je veux dire, une vie est ratée si vos gosses vous comprennent pas. Je crois que c'est bien. Je dirais aussi par contre, ça c'est un jugement cette fois un peu négatif, je pense qu'un certain nombre de descendants de malgré nous ont été récupérés, alors cette fois par un discours plus identitaire, sont devenus des militants d'un irrédentisme alsacien.
qui joue aussi constamment de l'incompréhension, j'allais dire l'incapacité essentielle, presque au sens raciste du terme, de la France de comprendre l'Alsace. Des dérives sont possibles, des dérives qui peuvent amener certains à se battre, mais avec outrance, pour une singularité identitaire et sombrant presque dans l'identitarisme, et avec un discours qui, même si eux, et je le raccorde volontiers pour certains, ne vont en rien rejoindre pour eux-mêmes les thèses de la droite extrême, hein, en tout cas sont récupérés ici, modulés en tout cas, ils servent à alimenter le discours frontiste. Et là, je pense que ces jeunes devraient, précisément parce qu'ils sont fils de Malgré-nous, parce qu'ils doivent prendre conscience comment un système comme ça s'était mis en place en Alsace, devrait être, j'allais dire, d'autant plus vigilant quant à leur combat à eux. Combat pour la dignité des parents, ça me paraît vraiment une obligation, j'allais dire, première. Mais la dérive qui peut en résulter lorsque ceci est exploité, ceci me paraît inquiétant. Et ça crée des fossés entre nous, des gens qui étaient très proches, dans cette réaction d'identitarisme, de condamnation singulière de la France, de la culture française, du colonialisme français ici, dans cette banalisation, j'allais dire presque, de ce qui s'est passé quand même par le régime nazi. Ceci me paraît une dérive, je dis bien une dérive, et qui est certainement minoritaire, mais une dérive grave. Je l'ai dit lorsque, il y a 2 ans, j'ai été convoqué par mon président de l'université, et comme j'étais jusqu'à l'année dernière encore doyen, je pensais que c'était un problème qu'il y avait, je lui ai dit, oh, on peut peut-être le régler par téléphone, tu as tellement de boulot. Et il m'a fait venir, il m'a dit, non, c'est pas des cas, et il m'a dit, voilà, ça fait 3 fois que j'ai été l'objet d'une marche te concernant, qui me demande à ce que tu sois interdit d'enseignement à la fac. Vous allez voir le lien à l'université, et je voudrais savoir ce qu'il en est exactement, et alors il a demandé la 3e fois le dossier me concernant. Ce dossier me concernant qui avait été remis par une association d'anciens incorporés de force, avait 5 textes, dont 3 étaient de moi, 2 étaient un prête-nom, et moi je n'ai pas l'habitude de ma pensée masquée, alors je fais quelque chose aussi. Il y avait un article du Monde, un article d'IDN, et un truc dans l'Express, où je prenais position contre le vote identitariste et le vote Front National. Il faut me croire sur parole, il n'y avait pas un mot concernant les incorporés de force. Je dis bien pas un mot. Dans mes livres, rien. Or, c'est une association qui a fait ces démarches. Puis après, peu à peu, tout s'est débloqué. Ils l'ont fait y compris auprès de la communauté juive en disant que je les fragilisais. Hein, etc. Donc, là, il me paraît y avoir un dévoiement qui est inacceptable. Il est d'autant plus inacceptable, je veux dire, quand on sait ce qui s'est passé avec les Malgré-nous, que ça puisse être récupéré de cette façon-là. Pour moi, c'est la trahison forte, hein, de ce qui s'est passé avec les Malgré-nous. Alors, quand je parle de dévoiement, c'est à ça que je fais allusion. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait ce moment. Et alors, après, j'ai eu un homme politique qui est venu voir un député, qui m'a dit, écoutez, vous savez bien, monsieur le professeur, je suis obligé de faire cette démarche. Bien sûr, moi, je pense pas du mal de vous, mais quand même, est-ce que vous pensez que... Et alors, chaque fois, je disais sur pièce, est-ce que, dans ce que j'ai dit là, je disais non, mais on est venu, j'ai quand même un mandat, et on est venu, etc. Donc, je pense, quand on se mobilise comme ça, il y a quelque chose qui me paraît tout à fait malsain. Typische Köder-Elsässer. Eva, was heißt das eigentliche Köder-Elsässer? Ich glaube, ich hab's. Weißt du, was ein Köder-Elsässer ist? Ein Köder-Elsässer ist der, der heute kein Judenmevel und kein Schwovenmevel hat. Aber von denen gibt's noch nicht viel. Jetzt nicht gestellt. Christkindl, sag doch. Das haben wir doch nicht als Christkind. Warum nicht?
Ich bin eine alte Frau mit Rheumatismus. Jo, nicht. Christkind lernen meistens Rheumatismus. Das bringt der Beruf schon mit sich. Wieso? Immer in dem kalten Schnee, barfuß. Et pour revenir à la langue et langage, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des outils ou des armes pour améliorer la compréhension et sortir de ce repli identitaire éventuellement dangereux aujourd'hui en Alsace? Ce repli identitaire, il est principalement alimenté par la langue. Hein. Le syndrome corse, hein. C'est-à-dire, avec des manifestations différentes. Ici, c'est pas les bombes, c'est la parole, et c'est donc la Jonggerei, ce concept sur lequel on ne reviendra jamais assez. Moi, pour ma part, il n'y a pas de recette. Moi, je sais que je mets en scène Molière et Goldoni dans des versions alsaciennes qu'on traduit, et que défendre cette langue, si tant est qu'une langue peut être défendue, eh bien, c'est faire un travail de création autour de cela. Je crois que l'avenir d'une culture et d'une langue, c'est la création. Une langue qui ne crée plus, ou qui sert juste à faire du nombrilisme sur les malheurs de ce pauvre petit pays, c'est une langue qui est condamnée. Je crois que la solution, c'est la création, d'inventer, de produire et de faire un théâtre dialectal reconnu, pas parce qu'il est dialectal, mais parce que c'est un théâtre de qualité. Bernard Reumont. Perdre sa langue et perdre sa mémoire, ça fait beaucoup. Hein. Et donc sans non plus rentrer dans complexe psychanalyse alsacienne, c'est un exercice qu'on aime bien ici faire à l'ombre de nos riches colombages. Hein. Donc il faut quand même parfois relativiser aussi tout ça. Mais quand même, il y a cette idée-là qu'il y a un certain nombre de choses sont liées. Une évolution inéluctable. Que quelque chose s'est noué dans le destin de l'Alsace, qui de fait met en parallèle cette histoire-là, une mémoire compliquée qu'on a cachée, ou soi-même cachée d'ailleurs, et puis une langue qu'on n'a pas transmise. La famille de ma femme est une famille où à la fois il y a eu ces situations, elle a aussi peu évoqué en famille, et en même temps la non-transmission, la fin de la transmission de la langue. Et donc les deux sont liés, enfin sont concomitants en tout cas. Et c'est peut-être pas un hasard. Hein. Et ça, alors, c'est qui va analyser ça? C'est évidemment c'est de la fiction qui peut rendre compte de ça. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Et moi je pense qu'une des grandes carences aujourd'hui, et je vous le dis en tant qu'éditeur, hein, peut-être un peu autocritique ou un peu de constat navré, c'est qu'il n'y a pas de production d'imaginaire universel sur ces questions-là. Vous imaginez ce que pourrait faire un grand dramaturge avec un peuple qui à la fois s'arrache la mémoire et s'arrache la langue, quoi. Et c'est pas fait. Et pour loin de la politique, loin de la fiction et dans le réel un peu, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça c'est pour entrer dans la vie de la cité, dans le politique, que les malgré nous sont un peu, ou se sentent l'enjeu, ou sont réellement l'enjeu d'une évolution sur l'échiquier politique, en sens que ces revendications une identité culturelle très forte, locale, peut parfois tendre vers des positions qui vont vers des attitudes assez réactionnaires, tournées sur le passé, voire même coïncider avec l'émergence d'un vote d'extrême droite depuis une quinzaine d'années, une dizaine d'années dans la région. Bon, il y a évidemment un lien entre cette situation du rapport à l'histoire et à la mémoire, et puis aujourd'hui, ce que certains appellent, c'est des formules anciennes un peu banales, un malaise alsacien, qui se nourrit de beaucoup de choses compliquées. On a publié, on a débattu, on continue à débattre. Bon, en essayant non plus de pas faire de ces débats une fin en soi, mais une étape pour quelque chose. Moi, j'ai l'impression que sur cet aspect d'une instrumentalisation de la mémoire des malgré nous,
il y a en effet quelques tentatives qui sont faites. En gros, il y a un discours qui se met en place dans quelques milieux peu nombreux, mais un peu remuants, sur l'idée que les malgré nous étaient abandonnés par la France. Le discours d'ailleurs qui remplace les mêmes qu'ils tiennent, ou leurs héritiers politiques, celui qui disait que les malgré nous étaient victimes des communistes. Beaucoup d'analystes politiques, politologues alsaciens, pensent qu'il y a un lien très étroit entre la chute du vote communiste après-guerre en Alsace, région de tradition communiste, il ne faut quand même pas l'oublier, et avant-guerre, et le fait que les incorporés de force alsaciens ont été prisonniers dans de très mauvaises conditions des soviétiques. Donc le discours anticommuniste, qui en plus faisait Flores sous la Quatrième République, a totalement servi. Donc il y a eu pour l'analyse du drame des malgré nous, on est passé d'un discours anticommuniste à, et heureusement très minoritaire, mais enfin parfois un petit peu bruyant, à un discours, je dirais, anti-français. Et très curieusement, dans les deux cas, on oublie quand même les principaux responsables, qui sont les dirigeants nazis. Et c'est très curieux. Et aujourd'hui, vous avez des historiens, un peu amateurs, qui parfois vont un peu à la hâte dans leurs analyses et leurs conclusions. Ou évidemment, il y a quelques responsables associatifs ou simples individus qui écrivent, courrier des lecteurs des journaux, où on a été abandonné par la France. Et c'est la France aujourd'hui qui devrait expier. D'ailleurs, le nouveau ministre des anciens combattants, je n'ai pas encore retenu son nom, il n'y a pas très longtemps, en Alsace, a promis qu'un monument serait dressé par la France pour reconnaître, pour marquer une trace de cette mémoire. Chez certains, ça a été analysé et commenté comme une reconnaissance de culpabilité. C'est évidemment pas le cas. C'était pour marquer la mémoire d'un drame qui a concerné, comme mon frère, après, je sais pas, une catastrophe naturelle, ou quelque chose, pas de ce type-là. Et alors là, un certain nombre de gens ont dit, enfin, la France, c'est pas loin de ce qui a été fait au niveau du gouvernement français ou de l'État français concernant la situation des Juifs et du rapport de l'administration française aux Juifs. On en est pas très loin de ça. Et je ne sais pas si le nouveau ministre s'est rendu compte, à mon avis non, et qu'il a été un petit peu, lui, alors utilisé pour un discours, il ne pensait vraiment pas que ça allait être là. Une haine très forte pour les Russes et pour les Polonais. Ça, je dirais, c'était des gens primitifs. C'était à la fois le communisme qui était derrière tout ça, mais je crois pas que ça soit le communisme. C'était la personnalité de ces gens un peu grossière. Il avait été toujours très très violent à l'égard de tout ça. Et puis donc ils ont traversé l'Allemagne à pied. Et je crois que c'était dur parce que l'Allemagne était défaite, parce que c'était après 45 ça. L'Allemagne était défaite, ils n'ont rien compris, les gens fuyaient, c'était assez incohérent ce qu'ils ont rencontré. Ils avaient faim une fois de plus, beaucoup de souffrance. En fait, ce qu'ils nous racontaient beaucoup, c'était la souffrance. Et puis, ils sont arrivés à Strasbourg. Et à Strasbourg, ils ont appris que les Alliés étaient vainqueurs. Et que tout ça n'avait servi à rien. Et que c'était un échec total pour eux, en fait, puisqu'ils étaient plus fuyards, mais ils étaient libres, l'Alsace était française, il n'y avait plus de problème, et qu'ils étaient comme des cons. Et quand ils sont arrivés à l'endroit où ils étaient plus ou moins recueillis par l'armée française et par les Alliés, ils leur ont tout pris. Et mon père avait, pendant tout le temps où il avait été prisonnier, pendant tout le temps il avait traversé l'Allemagne, essayé de garder ses bottes, parce que c'est des bottes qu'on lui avait fait sur mesure, en cuir magnifique, je ne sais pas, je les ai jamais vues puisqu'on les lui a prises. Et donc, à cet instant, s'est déclenché une sorte de semi-haine pour les Français qui non seulement lui annonçaient que c'était un échec, mais en plus lui prenaient tout ce qu'il avait. Et donc, aucun souvenir, rien. Son sac qui était en cuir, je crois, ses bottes, et puis un ou deux trucs qu'il avait. Il avait plus rien, il a reçu de la bouffe en échange, mais il s'en foutait. Et ça, c'était très... Et alors, je crois qu'il s'est mis en marche la violence. Et il est rentré chez lui, donc je sais pas, ils ont pris un train
Alors, je peux me tromper dans ce que je raconte. Je peux avoir un peu arrangé les choses à ma façon, je ne sais pas. Il me semble que c'est assez fidèle. Et ils sont arrivés à la maison, et il est arrivé chez lui. Je ne sais plus en quelle année, mais bien après la libération. Et tout le monde était étonné de le voir. On ne l'attendait plus. Et la phrase magique qu'on lui a dit et qui est, je crois, restée gravée pour toujours dans toutes les mémoires de la famille, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et ses sœurs lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et donc, je crois que là, la violence s'est installée définitivement une fois pour toutes. Et moi, j'ai jamais connu mon père autrement que violent. Alors, j'ai beaucoup réfléchi depuis à tout ça. Est-ce que c'est la violence de la campagne? Parce qu'à la campagne, les gens sont assez violents. Est-ce que c'est la violence de la guerre? Est-ce que c'est la violence de l'échec? Est-ce que c'est la violence de la souffrance? Peut-être c'est tout ça réuni, et sûrement c'est tout ça réuni. Et donc il tape sur tout ce qui bouge. Et il nous a beaucoup tapé dessus. Il tape sur les bêtes et les paysans. Donc il avait des proies faciles à sa portée, les chiens. Tout le monde prenait, tout le monde a toujours pris. Et je crois que c'est un être profondément malheureux. Quand on était gosse, les malgré nous, c'était des images à l'état brut. Et j'ai réfléchi comme ça aux images que j'ai entendues, quoi. Un type de mon village qui, en revenant de Russie, pendant 2 ans, ne dormait plus. Tournait en rond dans sa chambre et ne dormait plus. Et il n'a jamais rien dit. Et ça, c'était ça, on racontait que ce type-là, pendant 2 ans, n'a pas dormi. Et qu'il tournait en rond dans sa chambre et qu'on n'a jamais su pourquoi. Une autre histoire dans ma famille, c'est que mon grand-père a fait 14-18, donc dans l'armée allemande, puisque nous étions allemands jusqu'en 14-18. Et il a pris certaines lignes de chemin de fer dans la toundra, jusqu'au fin fond de la Sibérie, des gares invraisemblables. C'était des récits interminable. Quand j'étais gosse, il me racontait sa guerre de 14, avec toujours ce refrain « On het geschneit, on geschneit, on geschneit ». Il neigeait, il neigeait, il neigeait. Et la Russie existait très fort pour lui. Et l'un de ses fils, donc le frère de mon père, est parti comme malgré nous en 40, enfin en 42, puisque malgré nous on était incorporé de force en 42, il est allé exactement dans les mêmes régions de Russie. Il a fait exactement les mêmes gares. Il a traversé exactement les mêmes toundras. Et un de mes souvenirs de gosse, c'était mon oncle et mon grand-père à une veillée de Noël avec un atlas, où ils nous expliquaient où ils avaient été au fin fond de la Russie, quoi. Au fin fond de la Russie. Et cet oncle était à Tampov, et était par chance pour lui, parmi, vous savez, ces quelques milliers qu'ils ont lâchés tout au début, et après les autres sont restés. 1500, oui. Voilà, il était parmi ces 1500, et ces 1500 ont traversé l'Iran, la Turquie, et puis sont arrivés à Alger. Oui, Alger, puisque Alger était déjà libéré à l'époque, et nous avions une branche de ma famille pieds noirs. Et quand ces types étaient débarqués du bateau, on disait ils descendaient du bateau à Alger, et puis les pieds noirs de ma famille étaient sur le quai, et ils avaient plusieurs noms de famille. Alors c'était mon nom, mais les apparentés, tous ceux qui étaient susceptibles d'être à Tampov, ils avaient des pancartes comme ça. Et puis mon oncle est arrivé, il a reconnu une de ses cousines par alliance qui l'attendait à Alger, quoi. Après Tampov et tout, c'est des histoires. C'est des histoires terribles, ça. Mon autre oncle Robert, lui, il est du Sungo, donc la région près de la Suisse, où ils essayaient de partir, mais où ils se faisaient rattraper. Et puis il avait tout un plan pour s'évader, et ça a foiré. Il était très jeune, il a été incorporé
tout à la fin, alors qu'il avait 17-18 ans. Et ils ne l'ont plus envoyé sur le front. Il faisait partie de ces forces de jeunes qui étaient dans la défense anti-aérienne ou qui déblayaient les décombres des villes allemandes que les Américains bombardaient déjà. Et dans les caves, il se trouvait du pinard et du schnapps. Et l'histoire qu'il adorait raconter, c'est quand il était bourré, sur un camion et qu'il chantait la Marseillaise, quoi. Ça c'était son histoire préférée. Il n'y avait que des Alsacos sur le camion et puis ils étaient bourrés et ils chantaient la Marseillaise, quoi. Ben, ça c'est la fin de la guerre, je pense. Hein. Vanai, Strasbourg Irogan, Ken Satrotzdam, Neken Jörgan, auf Fodril, ein richtiges Pelzegan, auf Fodril, ein richtiges Pelzegan. Met ohne Glampe amtet mich am Meilenstein des Romantischen verschwindet François, hoffentlich kehren sie nicht zu. C'était Les Malgré nous, carnet à 2 voix par Geneviève Hutin et Jean-Mathieu Zande. Alsace, Moselle, 1997. 4e émission, Aux enfants des Malgré nous, une transmission impossible, avec Jean-Raymond Klein, ancien incorporé de force, Pierre Kretz, écrivain, Alain Lercher, écrivain, Irène Lassus, Freddy Raphaël, sociologue, Bernard Remeau, rédacteur en chef de Saison d'Alsace, Igor Futterer, metteur en scène. Nous remercions Régine Gessel pour les archives de Radio France Alsace et Martine Auger à l'INA. Extrait du film Après la guerre de Jean-Louis Hubert avec Richard Boringer. Voix de Tommy Ungerer, discours de réception du Bretzel d'Or à Strasbourg en 1981. Extrait d'Enfin n'en parlons plus, une pièce du Barabli de Germain Muller. Ce programme a été réalisé avec l'aide de la SCAM. Mixage, Philippe Bredin, Ferdinand Prévost. Réalisation, Jean-Mathieu Zande. Oui, ben malgré nous, ça reste pour moi quelque chose de très fort. Ça veut dire que c'est pour moi des gens qui ont été broyés par une histoire. Donc ils se sont, ou bien elle les a broyés totalement, ils n'en sont pas revenus, et même ceux qui en sont revenus, quelque part restent prisonniers de la main. Moi, le mot malgré nous, je le respecte. Je veux dire, ça reste effectivement pas un cliché. Et je voudrais pas que ça devienne un cliché qui sert à autre chose. Ich abgerissen, kommt einem zurück. Ich abgerissen.